Eh bien, bonsoir, bonsoir. Nous voilà, nous commençons la 79e séance. On va consacrer les 25 dernières comme ça à la conservation de l'ADN, qui est simplement un point de départ d'une transformation de, de la civilisation. C'est-à-dire la transformation de la civilisation a déjà bien commencé avec la découverte de l'ADN, a commencé avec la découverte de l'électricité, et puis depuis longtemps, depuis une scène primitive. Mais ce qui se passe de radical, c'est au moment où nous en sommes aujourd'hui, avec donc la découverte de l'ADN. Et quand on prend acte de quelque chose, ben, le fait de la conserver, ça veut dire prendre acte de la découverte ou de l'accès de l'humanité à la génétique. Bonjour Sylvie, bonjour Denis, et l'invité aussi peut intervenir. Avez-vous des suggestions, oui, des suggestions, commentaires ou euh, Ben, moi, j'étais restée sur enfin, la question là sur est-ce que l'ADN a de l'inconscient? Voilà, oui, c'est vrai que ça m'est revenu un peu toute la semaine, hein, mais bon, pas plus. J'ai pas d'autres. d'accord. Moi, ce que j'ai comme idée, comme projet pour ce soir, c'est de faire à peu près, c'est de répéter un petit peu la chose, la séance précédente, justement. C'est de clarifier, de préciser, de vraiment Mm. bien solidifier cette base d'identification de l'ADN par rapport au psychisme. Et, et après, donc, pourra, euh, on pourra avancer sur une base solide. Et j'ai Mm. choisi un commentaire fait par l'IA, par Gemini, Notebook LM, c'est Google Notebook LM. Et donc, je lui fais passer les premiers webinaires à son examen. Elle fait un compte-rendu audio ou vidéo. Je choisis le vidéo et j'en extrais les, les diapositives. Ça se fait par une série de diapositives et je vous les commente. Mm. C'est ce que j'avais fait la dernière fois et ce qu'on peut faire cette fois-ci. Ça se répète Oui, un petit peu, mais ça va être plus précis et ça va donc peut-être approfondir et solidifier nos connaissances, si on peut dire, hein. Mm. Donc, Très bien. on peut démarrer peut-être alors. Je vais partager l'écran. Et d'ailleurs, avec une première question, attendez, je partage l'écran euh, comme ça. Est-ce que vous voyez ici une colonne à gauche que je fais défiler? Oui, 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 oui. d'accord. Ok, ben, on va s'en servir. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, par exemple, ici, exosomatisation. Vous arrivez à lire ce qu'il y a sur chaque. C'est l'énumération de chaque diapositive. Il y en a une vingtaine qui sont toutes oui, extraites. oui. Donc, voilà, elles sont extraites de la, de la, de ce résumé. L'IA a choisi d'appeler ça supramental et cybernétique. Je rappelle la session précédente. Attendez, il faut Mm. aussi que je retrouve autre chose que j'ouvre une relation précédente, c'est le 79. On va aussi se servir de celui-ci. On va le voir tout de suite apparaître ici à côté. Vous voyez aussi ici qu'il y a deux séries de diapositives. Ça, c'était le résumé de ce que l'on a déjà parcouru, où on parlait Oui. de la mémoire exogène et endogène, c'est-à-dire interne et externe, comment l'industrie du code effectuait des transformations dans ces mémoires,
que nous avions la conscience et la matière, si on peut dire, en termes de et qui se composait en faisant une force qui aboutissait au fantasme et au psychisme. Et c'est donc ce qu'on va voir plus en détail maintenant dans cette vidéo qui commençait par poser cette question à laquelle vous aviez abouti la Mhm. dernière fois, hein, Sylvie. Donc, Mhm. est-ce que l'ADN était l'archive de l'inconscient? On peut se demander, bah, c'est peut-être même l'inconscient lui-même, à moins que ce soit le moi dans l'environnement, que ce soit, enfin, mais c'est un rapport très proche à l'inconscient. Et notre book LM donc a récapitulé un petit peu la question et a présenté ce que c'était que l'exosomatisation. Et dans notre ancienne formule, enfin c'était le récapitulatif du numéro précédent, je vais mettre des étiquettes sur les façons dont nous progressons, hein, des étiquettes successives comme ça, qui vont Mhm. remplacer ou qui vont donc améliorer, donc illustrer que nous partons d'un phénomène, exosomatisation, c'est le rapport de l'endogène à l'exogène, c'est-à-dire de ce qui en nous peut se retrouver dans l'extérieur, ou peut influencer l'extérieur, ou peut être déplacé Mhm. dans l'extérieur. Alors, en revenant sur ce notebook LM, euh, il note que ce transfert de l'endogène à l'exogène, de l'intérieur à l'extérieur, est piloté par une nouvelle force structurante qui s'appelle l'industrie du code. Ceci dit, on peut tout de suite faire une remarque parce que on verra, si on l'écoutait, on verrait même qu'il fait tout de même des erreurs. Évidemment, cette IA, il y a des choses à corriger. Parce que quand il parle de transfert, le mot est bien choisi. Il y a du transfert et du contre-transfert. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un transfert de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qu'il expliquait. Enfin, c'était cette hypothèse que notre mémoire est déplacée dans les machines. Mais la psychanalyse appelle aussi contre-transfert une espèce d'opération inverse, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien voir que cette industrie du code, elle transfère aussi des éléments de mémoire peut-être dans notre système interne. Je veux dire, on aurait par exemple une manipulation génétique, c'est tout de même un transfert de connaissances extérieures qui est imprimé à l'intérieur de la cellule, hein, dans le programme cellulaire. Et, et donc, alors cette industrie du code euh, envahit notre univers, c'est-à-dire touche les relations, les informations, les objets. Et par exemple, qu'est-ce que c'est que le code des relations? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un très bon exemple en anthropologie. C'est Claude Lévi-Strauss, c'est toute la connaissance du XXe siècle, de la société humaine. euh, il y a des codes sociaux, des codes de parenté, et donc les relations sont codées, comme par exemple on voit les relations de parenté dans les tribus que les anthropologues observent. Ça donne, on remarque que les tribus ou les échanges de- de- comment dire, d'alliances sont soumis, procèdent par, on peut les lire par une lecture de codes. On peut les reconnaître comme des codes. Sur cette industrie du code, nous trouvons
des forces. Euh, C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, si nous reprenons, nous allons moderniser ou mettre à jour, si on peut dire, l'ancienne exposé, donc de cette exosomatisation, l'industrialisation euh, euh, pro- euh, organise, constitue, crée des séries de données, des séries de transformations. L'industrie, c'est une transformation des choses. Vous avez des cailloux, vous les taillez en silex et vous les échangez contre des coquillages, eh bien vous allez transformer les objets. Vous faites des transformations et elles s'organisent en série. Alors vous pouvez faire des transformations d'outils à l'extérieur, vous pouvez faire des transformations à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les évolutions darwiniennes, les mutations génétiques et tout ça s'ordonne en séries qui sont régies par du code. Mais ce code va donc avoir ses effets dans ce que le Notebook LM a pris comme exemple. Il dit commençons avec, c'est l'histoire des tortues. Les premiers organismes sortant de l'eau ont donné, dans l'évolution des espèces, hein, ont donné des différentes sortes d'animaux et on peut suivre l'origine des tortues qui viennent de poissons et le Eunotosaurus, sans doute Eunoto, ça veut dire qu'il nage bien, quelque chose comme ça. Euh, on en voit ici l'image. Alors, on va dire que ce sont ces forces, il y a des forces dans le développement de l'organisme qui créent, par exemple, ceci, c'est-à-dire cet animal qui va surtout commencer à développer des côtes latéralement, donc c'est l'ancêtre des tortues. Cet ancêtre a simplement commencé par rapport aux autres animaux de son environnement, il s'est distingué par donc la création d'une latéralisation osseuse, si on peut dire. Et, et alors, là, on fait une pause sur ce point-là, puisque nous allons essayer de trouver ici nos deux forces. euh, euh, Comme ce qui va constituer par exemple cette latéralisation, ces deux forces étant une force supramentale et cybernétique. Donc j'arrête un peu l'exposé pour que nous en parlions. Donc j'arrête là l'exposé pour que nous parlions de ce saut qu'a franchi notre bouc LM. Il étudie ou il expose le rapport des codes intérieurs et des codes extérieurs. Il dit qu'ils se combinent en force euh, en force évolutive, hein, ou en force d'organisation, en création de formes. Et puis tout à coup, il passe à cette distinction supramentale et cybernétique, qui est conscience et matière, hein. Autrement dit, hein, qu'on emploie, ah oui, il y a l'esprit et la matière. Et, et donc, depuis longtemps, l'humanité s'interroge sur cette distinction qui n'est pas l'intérieur et l'extérieur, mais qui est euh, une autre dualité qu'on appelle par exemple ésotérisme ou exotérisme. Mm.
Donc du coup, on pourrait dire que la matière, c'est comme euh, l'ossature en fait, une forme d'ossature, et que Mm. globalement, la conscience, c'est ce qu'on voit. Mhm. Ce qu'on voit. Oui. Enfin, ce qui paraît, ce qui transparaît, la conscience. Mhm. 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 Je sais pas, hein, j'essaie Oui, oui. de faire un Euh, parallèle entre le chapitre là sur Oui, oui, l'ossature, hein. oui, tout à fait. Oui. Euh, Moi, il me venait, je réfléchissais à quelque chose pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la dernière fois, Denis posait la question, mais du code, c'est du langage. Et donc, pour bien comprendre que là, nous parlons simplement en termes de codes qui se rencontrent, de séries, donc de séries de transformations codées. Et on avait parlé de métonymie. Il y a une chose très intéressante, c'est le mimétisme. On voit comment de la nature, par exemple, un environnement de feuillage donc va faire la niche d'évolution ou de développement, d'existence d'animaux et qui vont se mettre à ressembler à des feuilles, hein. Mm. Donc, on voit dans la série là, on a une série de transformations, euh, mais qui le, on a l'impression, évidemment, que cet animal ou cet insecte qui ressemble à des feuilles, à une feuille, euh, a suivi cette étape, se constitue comme ça par code réciproque, hein, le code de l'environnement, le code de formation de cet insecte. Mais on ne peut pas dire que euh, on ne voit pas le miroir. Le miroir n'est pas indiqué. On a la nature on a les feuilles, par exemple, qui vont apparaître comme cet insecte-là. Euh, mais on ne voit pas le miroir qui est entre les deux, qui produit cette image. Alors, quand on parle de conscience, quand on parle de supramental, quand on parle d'esprit, est-ce que nous n'avons pas là ce phénomène, justement, cette loi, ce miroir qui fait que nous avons ces deux formes matérielles, l'insecte et la feuille, qui sont en miroir, si on peut dire, mais le code ne nous a pas permis de voir le miroir, comme si c'était toute une série, ce qu'on appelle une métonymie, mais une série qui ne réfléchit pas. Le, L'insecte est simplement, c'est le cas de le dire, et enfin, on appelle ça le mimétisme, mais le mimétisme euh, n'est pas une communication. Au point même que l'on puisse se demander, bon, comme ça dans mon langage, dans mon vocabulaire, on puisse se demander même s'il est en relation, est-ce qu'il y a une relation entre l'insecte et la feuille. Ils sont la même apparence, mais euh, euh, il n'y a pas de langage entre les deux. Enfin voilà, Mhm. c'est une réflexion sur ce qui peut se constituer, par exemple, dans cette latéralisation ou dans la formation d'une coquille autour d'un animal dans un environnement. Euh, donc cette coquille n'est pas un miroir, mais ça permet, il y a une réflexion de deux formes, la forme environnementale et la forme interne. Alors, donc on revient à notre suite qui va essayer justement de débrouiller cette espèce d'énigme ou d'élucider cette énigme. On dit qu'il y a dans euh, dans ce phénomène de latéralisation ou de formation euh, de ces organes osseux une symétrie euh, créée par ce qu'on appelle, enfin on peut appeler ça des forces évolutives, et on mettrait en jeu
euh, une force de réflexion supramentale et une force de réaction, par exemple dans le contrôle des... euh, alors, nous passons ensuite, c'est là où nous commençons à trouver une élucidation, c'est que cet animal va évoluer vers la tortue. Bon, on l'a vu avec ces espèces de carapaces, comment dire, de prélude à une carapace primitive. Mais en fait, elle n'évolue pas directement par la tortue. L'animal qui le suit va en fait faire une carapace inversée et ça devient l'odontochélis, elle a la carapace sur le ventre. C'est-à-dire que plutôt que après elle est sans doute sur Terre et elle va se protéger l'abdomen plutôt que utiliser ses côtes pour, euh, pour faire sa carapace de tortue. Alors, j'ai particulièrement euh, pris une image précise là de quelque chose, chute, où je mets un petit bonhomme qui se tait à propos de... Là, l'animal maintenant est par terre, il est sur son ventre comme ça, qui est protégé. Mais regardez ce que les paléontologues regardent avec attention. C'est ici les omoplates, les clavicules, ici le bassin, ici les mandibules, et ils retrouvent à chaque fois la même structure. Euh, je vous rappelle un webinaire que nous avons fait, je le rappelle ou je le mentionne, hein, euh, pour dire à quel point il est important de considérer que ici nous avons finalement trois ceintures, les ceintures, on appelle ça des ceintures cervicales ou le, euh, qui permettent de distinguer finalement une composition du corps d'un animal terrestre en trois parties. En- L'animal est triple. Et particulièrement chez l'humain, on se rend compte que d'une extrême similarité des mâchoires avec les épaules et les bras. Ce qui fait qu'on trouve en fait une espèce de, de répétition du corps dans lui-même. Bon, mais ça, c'est une parenthèse mais qui était opportun de signaler ici. Nous avons donc maintenant cet animal qui va faire sa carapace sur le ventre et qui va, donc selon notre bouc LM, à ce stade, il va faire donc en disant voici la carapace sur le ventre et c'est un système à ce moment-là qui il commence à enfermer un système en lui-même et nous revenons sur la distinction entre le corps qui opère par série métonymique, transformation chiffrée un pour un, enfin c'est ce qu'on appelle le mimétisme, si on peut dire, et le langage qui va créer des métaphores. Alors voyons si sur notre récapitulation, on peut avancer, éclairer, simplifier ça. Voici ce que, ce qui se passe après. Donc, nous avons deux systèmes, esprit-matière, endogène, exogène, et l'industrialisation crée des séries dans ces systèmes. Puis arrive un moment où le code va se chiffrer. Il va y avoir le code va se coder, si on peut dire, hein. Et ceci
euh, participe de cette formation d'organes dans dans un embryon, euh, d'organes qui vont se réfléchir eux-mêmes. Alors, nous en étions au stade d'appeler ça conscience, matière et de supramentale et cybernétique. Euh, pour les, disons que nous n'y connaissions, on connaîtrait rien, on reconnaîtrait pas le schéma de la psychanalyse, le schéma du désir, le graphe du désir lacanien dans ce schéma. Partons simplement donc de deux industries, de deux séries de données, et le code va coder ou va réfléchir, va, euh, va intervenir, oui, ou les codes vont se réfléchir, dans ce sens où vous voyez que l'orange et le mauve se sont inversés, mais ils s'inversent par ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire ils s'inversent parce qu'ils ont une mémoire. Le feedback, c'est la loi fondamentale originaire, c'est pratiquement une des seules lois de la cybernétique. Le, C'est-à-dire que le feedback, c'est une régulation. C'est par exemple quand un organisme va trop vite, il va effectuer un réglage pour se freiner. Le, euh, Ce phénomène de feedback a été, l'histoire montre que il a pu être, euh, il a pu illustrer la connaissance que nous avons du désir. Le désir se produit entre ce qu'on appelle ici, on va dire un supramental ou une énonciation, une conscience, conscience de soi, le fait le fait de parler, si on peut dire, et ça, c'est ce que l'on dit, c'est le message. Le, Lorsque le message, ou lorsque, par exemple, ce que l'on dit parle du message lui-même, il va y avoir un effet sur le message, hein. Et cet effet retour d'une série de codes sur une autre série de codes s'appelle un feedback, on l'appelle comme ça maintenant un feedback. Ça se produit par ce qu'on appelle un chiffrage. Il faut chiffrer le code pour qu'il se souvienne de ce, ou qu'il se réfléchisse dans le code parallèle. Et ceci organise, quand on développe toute cette observation sur l'observation du psychisme, ça constitue les forces qui sont celles des pulsions, hein. Et donc, nous avons nous avons vu avec cette cybernétique le début du langage, le début de la métaphore. Le, Ici, nous n'avions que des séries de codes. Et quand les codes se réfléchissent eux-mêmes, nous avons ici, par exemple, un mot qui signifie un autre mot. C'est plus compliqué que ça, cette formule de la métaphore, mais on le dirait comme ça en résumé, hein, caricature. Et nous pouvons ainsi donc suivre donc passer à la quatrième étape que notre bouc LM euh, 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 avance. Euh, c'est à ce moment-là cette rencontre de deux codes. Alors on a vu que cette rencontre de codes, ici, elle se fait par une boucle, une boucle feedback, une boucle retour. Et dans notre book LM, la rencontre du code va euh, il l'explique comme ça.
Il dit la carapace se forme lorsque deux séries se rejoignent, mais leur conjonction est inhibée par nos complexes psychologiques. Le- Je ne sais pas si j'ai vraiment pris ici, on a une tortue, mais quand la carapace passe sur le dos, et nous verrons ça plus tard. Donc, euh, voici la conjonction quand les deux séries se rejoignent. Elles se rejoignent ici, donc il y a le suprême et le sublime, et ces forces se rejoignent, et dans ce que j'ai appelé ici, on va appeler un rapport sec. Évidemment, c'est une allusion à un rapport sexuel qui, paraît-il, selon après la psychanalyse, n'existerait pas, mais ici, on va dire surtout simplement un rapport sec, c'est-à-dire une conjonction, mais qui ne va pas plus loin, qui est inhibée par nos complexes psychologiques. C'est-à-dire ce chiffrage, ce feedback, la force qui se forme par le croisement des deux codes se fait un rapport sec euh, il n'est pas sexuel. Le, la, un complexe psychologique inhibe la complétude de ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, ou entre les deux séries de codes. Et de sorte que je fais, moi, une intervention ici, euh, je dis autre chose. Je dis, donc leur conjonction est inhibée, notre bouquet me dit que leur conjonction est inhibée par nos complexes. On s'en tient simplement donc à un rapport sec. Mais je dis, mais sinon, ce sont nos complexes qui fixent cette conjonction. C'est-à-dire qu'elle est effectivement inhibée, elle peut être inhibée par nos complexes, mais nos complexes vont peut-être fixer cette conjonction et on va voir euh, ce que ça peut vouloir dire. Nous allons ici fixer cette conjonction en faisant comme ça, c'est-à-dire en les croisant. Et là, nous avons, si on peut dire, euh, fixer quelque chose du rapport sec, de ce premier rapport cybernétique. Le, donc là, on revient, ce point de rencontre et la friction entre l'énoncé matériel cybernétique et l'énonciation subjective, ça c'est ce que nous disions tout à l'heure. Et notre LM continue en disant que ce point de rapport, ce point de rencontre entre l'énoncé matériel et l'énonciation subjective s'appelle le fantasme. Et c'est ici que nous avons ici ce point-là qui est celui du fantasme dont nous parlions ici. C'est le fantasme, c'est le refoulement et le fantasme se produit, ou disons que c'est comme ça qu'on trouve dans la psychologie répondre à cette rencontre ce qu'on appelle le fantasme, qui répond, si on peut dire, au désir, hein, qui était initialisé dans le chiffrage. Mhm. Et ensuite, il dit, mais comment conserver notre formule? Comment conserver notre fantasme? Enfin, oui, comment conserver cette fixation? Hein. Et là, bien sûr, maintenant, la voie est ouverte sur la conservation de l'ADN. Mais j'arrête un petit peu le diapositive pour voir ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça éclaire ou au contraire, qu'est-ce que ça embrouille.
C'est un peu perplexe. Oui, oui, oui. Oui. Euh, Euh, c'est l'enchaînement, en fait, comment dire, peut-être qui me paraît pas fluide, en fait, l'enchaînement, mais peut-être Oui. c'est parce que je comprends que c'est chaque fois un focus sur quelque chose, en fait, mais Mm. j'ai du mal à faire enchaîner les choses, en fait. Mais Mhm. peut-être, je sais pas ce qu'en Mm. pense Denis. Denis, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'essaye de suivre, mais c'est pas évident. Eh ben, prenons ça alors. Nous en sommes là. Donc, on sait qu'au départ, il y avait, c'était un enchaînement de, qui partait de la mémoire qui était industrialisée par les traitements du code, qu'au XXe siècle, au moment de cette industrialisation, il y avait deux courants de pensée. Le supramental qui a annoncé une transformation de la matière, la cybernétique qui a commencé à transformer la conscience, si on peut dire. Donc nous avons ce croisement qui imprime une force de transformation et laquelle nous réduit à fantasmer que nous soyons quelque chose dans cette opération de malaxage et oui, des, des codes et des choses et des, et et des évolutions. Hmm. Donc, en fait, ça pourrait être la mémoire en premier, là, à l'état brut, quelque part. C'est Mhm. tout un enchaînement qui nous conduit à l'art de la mémoire, c'est-à-dire comment cette mémoire est organisée. Oui, c'est vrai. Moi, je le vois comme ça aussi, mais je dirais que l'art de la mémoire se présente comme une solution. En fait, la mémoire, pour l'instant, euh, par le fait qu'elle permette une industrialisation de son propre code, va nous permettre d'aboutir au fantasme. Mais le fantasme est considéré comme on sort à peine de l'inhibition. C'est quelque chose qui nous permet de fixer le fait qu'il y a eu une rencontre entre le sublime et le suprême, ou entre la conscience et la matière, ou entre le- l'endogène et l'exogène. Mais comme on dit, ce n'est qu'un fantasme. C'est déjà ça, c'est déjà il est possible que la libellule ou enfin que l'insecte en face de la feuille ne fantasme pas, hein. Mhm. Elle se met à fantasmer au moment où il y a un croisement de leur code. euh, et encore, faut-il que ce croisement puisse être persistant. Et c'est à ce moment-là que l'on peut développer un art de la mémoire. Parce que sans ça, sinon la mémoire s'effondre entre la force et le fantasme, si on peut dire. Elle ne, l'art de la mémoire, c'est ce qui permet comme, on va dire presser le citron, c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire presser le fantasme, c'est-à-dire faire sortir utiliser le fantasme et de ne pas le Mhm. laisser comme un rêve. Et comme les rêveurs que nous sommes, on fantasme comme si on rêve, en fait, on ne fait pas autre chose. Mhm. Mais euh, on- il faut appliquer l'art de la mémoire sur cette mémoire, si on peut dire, hein, qui est arrivée au fantasme. Mhm. Donc on peut le reprendre comme ça. Donc cette maturation, enfin cette mémoire, cette exosomatisation, c'est-à-dire ce fait qui est un passé ou un futur, qui est euh, une distinction que l'on reconnaît entre l'intérieur et l'extérieur,
que ce soit industrialisé, que l'industrie puisse aller jusqu'à confronter les deux codes, les faire se rencontrer, mais dans un rapport qui s'en tient à ça, un rapport tout court, euh, qui, euh, qui ensuite arrive par une certaine vertu de fixation à ce qu'on appelle un fantasme. Là, il va falloir l'exploiter, ce fantasme, hein. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il va falloir appliquer cet art, il me semble-t-il. Le Notebook LM dit conserver notre formule. Voyons ce qu'il dit ensuite. Alors moi, j'ai ajouté l'écriture, la lettre. C'est-à-dire que là, il résume comme ça sa chaîne logique. Il dit il y a le fantasme, c'est l'objet psychique unique, c'est une formule. Et ça ne s'arrête pas simplement à un objet psychique, mais c'est un arrangement du code, c'est une formule, et cette formule, elle s'objective dans l'ADN. Et comme si l'ADN était l'art de la mémoire. Ensuite, on arrive à conserver son génome, c'est rejouer ce geste inaugural, c'est se doter d'une armure symbolique. Et là, je m'excuse, j'ai pas partagé l'écran quand je vous, Oui, on voit plus le quand je vous partage là. écrivais ça. Oui, excusez-moi. Euh, hmm, je ne me souviens plus ce que je vous le disais, mais on va le revoir. Conserver la formule, donc par l'écriture ou la lettre, mais c'est-à-dire que voici ce que notre bouc LM écrit, le fantasme, c'est l'objet psychique auquel on a abouti. On a vu que l'insecte pouvait fantasmer qu'il était une feuille mais qu'en fait, donc, ce fantasme euh, et- recelait une formule que l'on a, qui s'appelle l'ADN et donc il appelle ça l'objectivation physique de cette formule. Et ensuite, c'est là où il parle donc conserver son génome, c'est objectiver physiquement la formule du fantasme, en quelque sorte, c'est se doter, alors il dit, d'une armure symbolique. Et c'est là où je reviens à vous. Et est-ce qu'on a un petit peu avancé tout de même dans l'éclaircissement de ce que tout cela veut dire? Comment cet Oui, enchaînement, est-ce que cet enchaînement est devenu plus harmonieux, plus fluide? oui, Mm, oui. mm, Il mm. y a un point de bascule au niveau du fantasme, en fait. Il y a quelque chose Oui, qui... oui. Hein, C'est c'est là où ça? nous en sommes, hein. En psychanalyse, on est arrivé au fantasme. Mhm, Ensuite, Lacan a été un peu plus loin, il a fait des discours sociaux, puisque justement, il faut mettre le fantasme en société, si on peut dire. mhm, Mais ça, c'était au moment des années 68. Et aucun politicien, aucun sociologue, aucun révolutionnaire de 68 n'a suivi Lacan en disant, ah ben, on a les formules de l'inconscient, des discours mhm, sociaux. Donc ça s'est arrêté là. On est fixé actuellement et depuis lors au fantasme. Et, euh, et elle a une théorie du genre qui est simplement un système de code, par exemple. Nous n'avons mhm, pas encore abouti à la, euh, euh, à l'arrangement du fantasme qui est le rapport sexuel, hein, si on prend l'expression de mhm. notre bouc LM, l'arrangement du fantasme. Donc c'est là où on est arrêté. Et donc, je dois faire une petite parenthèse. À un moment, je me suis mis à bafouiller parmi tant d'autres, mais c'était parce que j'ai réalisé que après l'image
de l'Eunotosaurus, c'est-à-dire Mm. l'animal qui développe latéralement, qui oppose deux systèmes latéraux. Ensuite, celui qui met la carapace sur le ventre. Ensuite, il y a la tortue qui remet Mm. cette carapace sur le dos, c'est-à-dire qui réinverse encore son système. Euh, et donc, en fait, je vous le signale comme ça, la tortue, en fait, s'enferme dans pratiquement dans une coquille, hein. Donc, elle n'est pas libre dans sa coquille. Sa coquille, c'est vraiment sa colonne vertébrale et ses côtes. C'est vraiment Mm. euh, 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 elle a fusionné avec on appelle ça la cuirasse aussi, hein, dans les théories de l'orgone, c'est-à-dire des flux énergétiques de libido, hein. Le, et donc j'avais oublié, je vous le précise, hein, que le phénomène qui se produit avec la tortue et comment son évolution s'arrête à ce stade ou qu'on connaît comme ça. Euh, et maintenant, nous sommes donc euh, à cette histoire de fantasme, comme, eh ben on va le voir, comme on va repartager l'écran, on va voir notre tortue en quelque sorte aboutir, mais cette fois-ci sous la forme donc là, conserver son génome dit notre bouc LM, et ici, dans la dernière instance, euh, nous, nous voyons en fait que ce fantasme ici, euh, nous pouvons le saisir pour l'analyser dans le système du désir. Euh, Introduire le fantasme dans le désir, ce qui peut être tout à fait narcissique, hein, de désirer son fantasme, hein, si on peut dire. Mais à ce moment-là, nous sommes passés à ce rapport sec, il est su-elle. On est entré dans le savoir, si on peut dire, hein. On est entré dans le rapport sexuel. Si nous avons le savoir de l'homme et de la femme, hein, le savoir donc des deux genres. Donc ça, c'est l'art de la mémoire. C'est le moment où la mémoire reprend en elle-même, c'est-à-dire dans son chiffrage, elle reprend son fruit, là où elle s'était, elle reprend son information, si on peut dire, hein. Et nous avons ici donc le terme de mémoire conservée, puisqu'au début, au moment de l'exosomatisation, ici, nous avons craint de perdre la mémoire dans, dévoré par les machines. Ici, nous avons un art de la mémoire qui conserve son fantasme par l'analyse psychique, c'est la psychanalyse, c'est l'analyse du fantasme, c'est le savoir en soi, si on peut dire. Et c'est là où nous arrivons à, à cette dernière idée qu'avait proposée Sylvie, mais est-ce que ça c'est l'inconscient? Est-ce que l'ADN c'est l'inconscient? En tout cas, le fantasme, si c'est l'inconscient, nous avons là, notre bouc LM arrive à ce moment-là, il dit il faut conserver l'ADN et il fait la pub de l'entreprise qu'on est en train de monter, là, kit de conservation d'ADN à domicile, faire des groupes d'ADN pour l'entraide et un curateur mémoriel pour gérer les directives. Eh bien, nous avons ici le curateur mémoriel, nous avons donc et l'ADN qui est conservé, si on peut dire, à domicile avec son curateur mémoriel
et ensuite les groupes sociaux, mais ça c'est là où nous aboutirons ensuite quand la civilisation aura reconnu l'ADN comme étant le chiffre de l'individu, hein, et donc l'identité citoyenne, etc. Donc l'inconscient de l'ADN, alors là, notre bouc LM termine sur sur l'ADN, a-t-il un inconscient ou est-il un inconscient? C'est comme ça que nous posons la Mhm. question. Donc oui, l'inconscient, c'est l'environnement, c'est l'histoire de son écosystème, et on en est donc, on en est à ce stade d'une analyse de l'évolution, d'une analyse de la psychologie, d'une analyse des systèmes industriels, pour conclure que le code ADN, donc, est un objet à conserver si nous voulons exercer en civilisation un art de la mémoire, l'art de la mémoire de la civilisation. Alors, il nous reste 10 minutes là-dessus. Moi, ça me fait penser quand même au clonage, en fait. Là, conserver son ADN, c'est s'exposer à du clonage. C'est-à-dire que c'est un peu comme un semblant. C'est pas moi, c'est autre chose, en fait. Oui, c'est-à-dire, c'est un clonage si vous le conservez pour pour le reproduire. Oui, Oui, là, c'est un clonage, bien sûr. Mais nous oui. n'avons pas parlé de ça. Ça, c'est Non, peut-être non, mais c'est un justement, risque. oui, 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 absolument. Oui, voilà, c'est peut-être une perversion, justement, ou donc une fixation au semblant. C'est un risque dans lequel nous sommes, hein, parce que Mm. personnellement, alors là, faisons un petit peu de psychohistoire ou d'interprétation. Euh, bon, je ne sais pas si on peut, c'est tellement c'est tellement vaste, mais voyez-vous, euh, il y a probablement une force, il y a probablement des intentions des classes au pouvoir, des intentions justement ou des fantasmes de pouvoir se survivre par clonage ou de se cloner. Et ce sont, c'est peut-être une force politique actuelle, Mhm. extrêmement réelle, agissante, qui organise, qui fait un des courants, des courants civilisationnels en conflit et en lutte en ce moment. Et donc, nous parlons de quelque chose de très actuel, hein, de très réaliste. Cette question du clonage doit être débattue et euh, euh, nous, alors, l'art de la mémoire euh, introduit, si vous voulez, elle ne va pas prendre conserver l'ADN pour le répéter, pour faire justement simplement une métonymie. Euh, Son ADN est conservé pour, pour que son désir puisse être euh, pérennisé n'est pas un bon mot parce que ça introduit de la temporalité, mais pour que son désir puisse être signifié. Quand on crée un UCMPP, c'est-à-dire quand on combine de l'ADN avec sa biographie euh, numérisée, euh, Mhm. à ce moment-là, euh, on peut, l'individu s'identifie
comme à son ADN. Son ADN devient sa carte d'identité. Il n'y a pas un numéro de sécurité sociale sur lequel on peut mettre une série de clones. Son ADN devient sa carte d'identité, si on peut dire, et il peut à ce moment-là euh, euh, donner, comment dire, ou affranchir cette mémoire, affranchir ce feedback, ce, cette, cette troisième figure, ce désir. Il peut affranchir son désir et par conséquent mener une vie citoyenne au lieu de, de subir le destin de devenir un esclave cloné dans un totalitarisme justement d'une idéologie de clone. L'ADN n'est pas fait dans ces cas-là pour être reproduit en clone, il est fait pour donner l'objectivité à la biographie. Vous voyez, si on reprend on va faire cette illustration. Je reprends le partage pour mettre vraiment une image simple sur ce que je veux dire. Sur ici, cette dernière cartouche-là de l'art de la mémoire, c'est de conserver l'ADN dans sa biographie, dans le système de réflexion de son histoire, c'est-à-dire de son énoncé, et de son énonciation, c'est-à-dire l'écriture que l'on fait soi-même de sa propre histoire. Ça, c'est la biographie de la personne, ces deux flèches Oui. orange et mauve, et puis ce feedback. Eh bien, cette combinaison de la conservation de l'ADN, c'est pas pour refaire plein de fantasmes ad vitam aeternam, mais c'est pour faire une cuisine de cet assemblage qui, à ce Mhm. moment-là, donne un ADN désirant, si on peut dire, donne euh, exprime, si l'ADN c'est l'inconscient ou le fantasme, c'est-à-dire exprime euh, dépasse cette inhibition qui était dénoncée ou qui était mentionnée euh, au moment où on serait resté fixé au fantasme. Mais si l'inconscient de l'ADN, c'est l'environnement, l'écosystème, ça veut dire que l'ADN conservé Oui. n'a plus d'inconscient. Hmm. Oui, oui, ça me va bien. Ça me va bien, enfin, entre guillemets, hein, Mm. c'est-à-dire que lorsque vous faites une analyse, vous êtes supposé rendre conscient des éléments inconscients. Et effectivement, dans ce cas-là, on peut dire l'ADN va devenir comme un phénomène inconscient qui vient à la conscience, l'ADN va venir dans la conscience, en effet. Et là, d'ailleurs, ça nous ouvre à un chapitre qu'on abordera peut-être, c'est que ce qu'on est en train de découvrir actuellement, c'est que l'ADN, bon, la grande figure qui en parle en ce moment, c'est Raoult avec ses travaux sur justement, et qui montre que l'ADN, c'est un chaos, c'est un foutoir, il y a quelques petits indices qui flottent dans un grand Mm. bain chaotique. Et ces petits indices, ce sont justement des choses qui peuvent devenir l'inconscient, c'est-à-dire ces êtres matériellement,
l'information de cette supraconscience qui, à ce moment-là, garde une identité, une mémoire, une individualité, parce qu'elle a une histoire. Mm. C'est très analogue à l'idée qu'on se fait de la psychanalyse, oui. Donc à ce moment-là, l'ADN se transcende, se transforme, révèle effectivement son information dans la conjonction de l'histoire de son sujet. Bon, nous avons fait beaucoup de paroles là. Nous sommes à 19h30. J'interromps l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement comme ça.